Donc, si vous voulez bien, nous allons reprendre les travaux très rapidement, bien resituer pour les personnes qui n'auraient pas été là hier. Nous sommes dans une entreprise de sensibilisation, puisque c'est le titre, il n'y a aucune prétention à tout ce que nous faisons. Et au contraire, nous sommes sur la réflexion et la prise de conscience en rapport avec le rapport Corvol, bien sûr, et surtout ce que les universités se doivent désormais d'organiser, puisque le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, il y a maintenant 1 an, a fait en sorte, dans un décret, que tous les enseignements en éthique et en intégrité scientifique soient développés au sein des différentes universités. Notre président hier, qui était présent, vous l'a encore bien signifié. C'est pour cette raison aux étudiants que nous demandons une signature pour validation, bien sûr, de leur présence. Nous allons donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, accueillir le professeur Claude Forest, qui est un des organisateurs de cette journée avec Xavier Coumoul, et qui va nous parler de la tentation du chercheur. Et la recherche, comment peut-elle être empreinte d'intégrité avec cette tentation? Tu as la parole. Merci, Christian, pour cette introduction. Avant de démarrer, je voudrais m'excuser par rapport aux gens qui étaient déjà là hier, parce qu'il y a un certain nombre de choses que je vais dire qui sont un petit peu des redites, mais bon, je pense que parfois les redites, c'est pas mal, surtout pour les plus jeunes. Et la recherche intègre face à la tentation du chercheur, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut développer. Alors tout d'abord, quand on fait ce genre d'exposé, je pense qu'il faut dire si on est légitime ou pas. Ma légitimité éventuellement, c'est que je suis complètement dans le système actuel, que je vais éventuellement critiquer, le système d'évaluation. Et donc en tant que chercheur, INSERM en l'occurrence, j'ai fait partie de comités scientifiques, que ce soit à l'INSERM ou ailleurs, et de comités universitaires. Et je suis aussi, où j'ai été rédacteur de journaux scientifiques. Donc je vais... Et alors en fait, mon implication dans ce domaine-là, elle est assez récente, hein, ça date de 2 ans à peu près, même si ma prise de conscience est plus ancienne que ça. C'est au cours d'une discussion avec Christian Hervé, dans le couloir ici, et on discutait de ces problèmes-là, et il m'a proposé d'intervenir au cours d'un congrès, le congrès de l'IREB, franco-québécois, en mai 2016. J'ai pas mal hésité, et finalement je me suis dit pourquoi pas. Et ça a donné naissance à un livre dont Christian Hervé, Michel Stanton-Jean, qui est québécoise et qui s'occupe de ce genre d'activité au Québec, et Marie-France Mabzer ont édité. Alors, il s'est passé beaucoup de choses avant le rapport Corvol, bien sûr. Notamment le rapport de M. Alix, qui est resté un petit peu dans les tiroirs, comme ça a été indiqué hier. Et il y a eu aussi beaucoup, bien sûr, d'événements à l'étranger ou en France, et notamment l'implication de Claude Hurier, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui et qui va faire la conclusion, qui s'intéresse depuis très longtemps à cette problématique. Mais ce que j'ai décidé de faire ici, c'est de démarrer du rapport Corvol de juin 2016, qu'il a communiqué, rendu à Thierry Mondon, donc en juin 2016, et qui s'appelle « Bilan et propositions de mise en œuvre de la Charte nationale d'intégrité scientifique ». Bon. Et puis il y a un autre événement qui a eu lieu récemment, ici à Paris, à la Maison de la Chimie, un colloque Avisan. Alors Avisan, c'est l'Agence de la vie et de la santé, et ça regroupe tous les grands organismes, INSERM, CNRS, INRA, etc. Et là, ce colloque était extrêmement intéressant et s'intitulait « L'excellence de la recherche exige l'intégrité ». Et pour moi, c'était très intéressant parce que, peut-être que ça s'est fait avant, mais c'était vraiment là que j'ai vu associer excellence et intégrité. Ce qui n'était pas évident peut-être avant, on pourra en discuter. Alors, Pierre Corvol m'a permis d'utiliser 3 de ces diapositives que je vais vous présenter. La première, c'est État des lieux et perspectives. Donc, c'est voilà, son rapport qu'il a effectué, dont l'étude a été effectuée avec Rémi Giquel.
Et simplement, cette diapo-là, qui est le traitement des inconduites, on va voir ce que c'est. Et pour faire écho à ce que disait Christian Hervé, ce qui nous a paru extrêmement important et qu'il fallait faire ici à Paris Descartes, c'est sensibilisation et formation, et information aussi, notamment des doctorants, mais pas seulement, des chercheurs, des jeunes chercheurs, des plus jeunes, on va dire, et des étudiants en master, y compris d'ailleurs en licence, et je crois qu'il y en a quelques-uns ici. Et pour vraiment marteler ça, voilà une autre diapositive de Pierre Corvol, l'arrêté sur les écoles doctorales du 25 mai 2016, et vous regardez l'article 3, alinéa 3. Les écoles doctorales veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique, et c'est désormais en action dans les écoles doctorales. C'est une formation obligatoire, un cursus obligatoire dans les écoles doctorales. En résumé de ce que je vais vous présenter là, il s'agit de réflexion, mais pas de jugement moral. Alors, je pense que c'est un point important. Pas de jugement moral. Comment dire tous nous ici, je ne parle pas obligatoirement de l'intégrité scientifique, mais tous nous ici, on a éventuellement des choses à se reprocher, bien sûr. Donc je pense qu'il ne faut pas faire de jugement moral dans ce domaine-là. Mais ce sont des réflexions sur la façon dont le système actuel d'évaluation de la recherche, couplé à la faiblesse de la nature humaine, un petit peu d'emphase, peut parfois conduire à une altération de l'intégrité scientifique. Et alors, je vais surtout focaliser, bien sûr, sur la partie que je connais un petit peu maintenant, qui est la recherche en sciences biomédicales. Bien sûr, ces défauts d'intégrité scientifique existent aussi dans d'autres domaines de recherche, mais on va dire que les sciences biomédicales, c'est un petit peu une science molle, moins dure, on va dire, que les maths, etc. Et en fait, donc, c'est vraiment pour une prise de conscience et information, notamment en direction des plus jeunes, mais pas seulement. Alors, il faut définir tout d'abord, et ça a été très bien fait hier déjà, notamment par Olivier Le Gall, qu'est-ce que c'est que l'intégrité scientifique ? Dans le contexte scientifique, l'intégrité est l'engagement personnel des chercheurs à respecter les règles des bonnes pratiques scientifiques, honnêteté, méthodologie rigoureuse, sauvegarde de tous les résultats et disponibilité ouverte de ceux-ci. C'est peut-être un petit peu court, Claude Durier peut-être a une autre définition, mais on en parlera après. Donc, s'il y a intégrité scientifique, il y a des manquements à l'intégrité scientifique qui existent, bien sûr, par la nature humaine et le système, et on va y venir. Et j'ai choisi un plan en 4 parties, le constat, les causes, les conséquences, conclusions et questions, et on va démarrer par le constat. Alors, c'est un petit peu long à lire, mais regardez ce qui est écrit en gras. Les manquements à l'intégrité, fabrication, falsification, plagiat, c'est les fameux FFP dont on va reparler plus tard, la rétention de données, l'oubli volontaire d'un auteur sur une publication, ou à l'inverse une signature de complaisance, le conflit d'intérêts non divulgué lors d'un processus d'évaluation, et l'encadrement inadéquat des étudiants et des jeunes chercheurs. Voilà un certain nombre de manquements à l'intégrité scientifique. La source que j'ai prise ici vient du département d'intégrité scientifique de l'INSERM. Alors, c'est un département qui a été créé il y a une vingtaine d'années, par Martine Bergner à l'époque, et c'est désormais Ghislaine Filiatro qui est déléguée, qui est ici avec nous, et avant elle, Michel Hatchwell qui dirigeait ce département. Et je sais que l'INSERM encourage, Ghislaine Filiatro me l'a confirmé, encourage le type d'événement que nous avons concocté ici à Paris Descartes, bien sûr. À l'université Paris-Descartes, il y a une chargée de mission du bureau à la déontologie et intégrité scientifique, qui est Catherine Labbé-Julier, qui est aussi ici parmi nous. Et donc, vous pouvez, à Paris-Descartes, discuter avec Catherine Labbé-Julier sur ces problèmes-là. Les manquements à l'intégrité scientifique existent. Et en fait, ça peut commencer très tôt. Alors, elle est peut-être dans l'amphi d'ailleurs, une personne enseignante de Paris-Descartes qui me racontait ça. Elle me dit, voilà, je t'explique, j'ai commencé à faire des travaux pratiques de biochimie et les étudiants devaient trouver la densité optique en mettant des petites cuves dans un appareil, là, en fonction de la quantité de protéines. Plus la quantité de protéines augmente, plus la densité optique augmente. Et voilà la courbe réelle. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle passait regarder, dans les différents étudiants, regarder ce qui sortait de l'imprimante. Et elle s'est rendue compte, en fait, qu'un certain nombre, pas tous, rendaient une courbe qui était vraiment, où les points étaient strictement sur la droite. En fait, les étudiants pensaient qu'en faisant ça, ils seraient très bien vus, ce qui est l'inverse, puisqu'ils étaient passés de la courbe de gauche à la courbe de droite par une translation d'axe, un petit peu, quoi. Voilà.
Donc ça peut commencer très tôt, et je pense peut-être que parmi vous, les étudiants, là, il y en a qui vont se dire « Ah oui, bon, effectivement, j'espère pas. » mais... En fait, les mauvaises conduites scientifiques ont toujours existé, et j'ai choisi de vous montrer Gregor Mendel. Je ne sais pas si c'était vraiment une inconduite, hein, mais en tout cas, apparemment, d'après les statistiques, comment dire, il n'aurait jamais pu compter autant de petits pois. C'est ce que j'ai lu. Et pourtant, vous savez, c'est les pois ridés et les pois lisses, hein, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais... Et pourtant, c'est les lois de Mendel qui sont vraiment, encore maintenant, tout à fait vraies, hein, l'hérédité des caractères. Donc, comment dire, même si ça a été un petit peu traficoté, je ne sais pas, en tout cas, les lois existent et elles sont valides. Donc, ça permet aussi ça de faire un peu une réflexion dans le domaine, hein. On va y venir plus tard. En revanche, les petits manquements, on est très nombreux à le penser, c'est un fort pourcentage des chercheurs, mais potentiellement, ça a de graves conséquences. Une étude en 2005, donc ça date un petit peu maintenant, qui s'est intéressée non seulement au FFP, mais aussi au FFP, falsification, fabrication, plagiat, a montré que 2% des chercheurs interrogés avouent avoir eu des manquements. Mais alors, ce qui est amusant, et ça aussi c'est la nature humaine, 2% ont des manquements, mais 14% disent pas moi, mais lui, oui. Ils ont connaissance de collègues fraudeurs. Bon, on en pense qu'on veut, c'est publié dans Nature. Si on abaisse le seuil des inconduites, c'est une étude en 2018, et que, alors par exemple, sur ce que je viens de dire avant, fabrication, falsification, plagiat, j'ai interrogé ici cet amphithéâtre, il y aurait peut-être une main qui se lèverait, oui, moi j'ai un petit peu fait, bon, voilà. Mais d'une part, on a du mal à l'avouer si c'est vrai, et d'autre part, on peut très bien se dire, non, j'ai jamais fait ça. En revanche, si on abaisse le seuil des inconduites, c'est-à-dire, par exemple, ajouter des auteurs à un papier, et ces auteurs n'ont pas participé. Citer des articles qu'on n'a pas lus. Hein. On cite des articles, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On peut citer des papiers pour faire plaisir à l'éditeur ou au reviewer, en se disant « je vais avoir tel reviewer », etc. Et vous voyez toute la suite. En fait, si on fait ça, 90% des chercheurs, c'est ce que cette étude montre, alors elle est peut-être faillible, hein, mais disent « ok, j'ai fait une inconduite ». Et ça, c'est publié dans BioArchive. Mais certainement, ça va sortir ailleurs, et je vais parler de BioArchive un petit peu plus tard. Donc, de nos jours, il y a une très forte augmentation des cas détectés, notamment par le développement des outils informatiques d'analyse des données, bien sûr, la facilité de diffusion des informations. Et, on a eu hier Boris Barbour qui nous a parlé de PubPeer. Il y a d'autres plateformes, mais PubPeer est très développé, et je vais redonner quelques exemples aujourd'hui, pour les échanges scientifiques. Et on a aussi information sur la rétractation d'articles, notamment par un site qui s'appelle Retraction Watch. Donc, la détection des manquements à l'intégrité scientifique est désormais facilitée, et c'est un point important, notamment pour les plus jeunes. Hein. Voilà. Les plus vieux, si c'est fait, c'est fait. Les plus jeunes, méfiez-vous. Voilà. Processus de publication scientifique. Alors, à partir du moment où la science fonctionne par des publications, il faut faire des expériences, ensuite on les publie. Vous avez eu hier un exposé de Xavier Coumoul et Malika Assini sur le traitement classique des articles scientifiques. Je leur ai emprunté une diapositive. Vous savez comment se passe le traitement classique des articles scientifiques. Un auteur ou une auteure soumet un article à un rédacteur qui est... Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, rédacteur en français, c'est editor en anglais. Et il faut faire attention à ça, parce que l'éditeur français, c'est le publisher anglais. L'éditeur, c'est la maison d'édition. Hein. Donc ne pas confondre les deux termes en anglais et en français. Et ce rédacteur va envoyer à des experts qui vont rendre un rapport qui est anonymisé. Et il y a une décision qui repart à l'auteur d'acceptation, demande de modification, qui est le plus fréquent, ou refus. Mais on peut aussi pré-publier ces articles. Et BioArchive est un exemple où, alors c'est le Cold Spring Harbor Laboratory qui a mis ça en œuvre, prononcé BioArchive ou BioArchive. Ce sont des archives d'articles en pré-publication qu'on peut trouver sur le net, et ce qui n'empêche pas la publication ultérieure.
Et ce site permet de déposer une version d'article avant sa publication dans un journal. Et il y a libre accès et les commentaires sont permis. Donc ça permet en quelque sorte de tester son papier avant de l'envoyer pour publication finale. Il y a un autre exemple qui est français, HAL, H-A-L, qui existe aussi, qui est, je crois, beaucoup moins utilisé. Mais il faudrait peut-être développer. Si, alors Olivier Le Gall pense, oui, c'est bien utilisé, non ? C'est pas la même chose. Ah, ça marche pas pareil. Bon, je connais pas bien. Moi-même, je l'ai jamais utilisé. Et puis, il y a un système de post-publication peer review. Et je vous parlais à l'instant de PubPeer, qui a été présenté hier par Boris Barbour. Il s'agit d'un journal club international en ligne créé aux États-Unis en 2012 et qui permet les commentaires anonymes sur les articles déjà publiés. C'est-à-dire que si vous vous loguez sur ce site-là, vous pouvez mettre des commentaires en disant dans cet article-là, il y a telle conclusion et moi je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison scientifique. Très rapidement, en 2015, le créateur du site sort de l'anonymat, notamment à la suite du procès intenté par un chercheur américain. Alors Boris Barbour ne l'a pas présenté hier, donc je vais simplement vous rappeler ça, pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent en fait cette histoire-là. Un chercheur américain en cours de recrutement par une université se voit refuser le poste à la suite de 140 cas d'inconduite révélés par PubPeer. Et il a eu en fait 18 articles rétractés et 10 corrigés. Alors ce chercheur évidemment n'était pas très content et il a attaqué PubPeer sur l'anonymat des commentaires. Il a attaqué sur l'anonymat des commentaires, non pas sur le fait de dire ce qu'il dit c'est faux, c'est sur l'anonymat. Et en fait, PubPeer a été en quelque sorte protégé par un célèbre avocat de l'ACLU. Et l'ACLU, je ne sais pas, vous voyez à quel niveau ça se situe. L'ACLU, c'est l'American Civil Liberty Union, c'est-à-dire c'est très puissant. Hein. Guerre en Irak, Guantanamo, etc. Hein. Et là, PubPeer. Je crois que c'est le même avocat qui a défendu Snowden, il me semble. Donc, PubPeer gagne le procès début 2017, et donc l'anonymat est autorisé. C'est-à-dire que ça existe, l'anonymat est autorisé, c'est un site américain, ça s'est passé aux États-Unis, donc ça existe. Voilà. Quand on utilise PubPeer, ce qui est mon cas de temps en temps, c'est vraiment un forum de discussion pour moi. Alors, il s'avère que ça a révélé beaucoup de cas d'inconduite, de manquement à l'intégrité scientifique, mais à l'origine, c'était créé comme un journal club international. Ça permet des échanges scientifiques. J'ai par exemple ici tapé ATP, là-haut, dans le site, et voilà, il y a 2 forums de discussion qui apparaissent, et je me suis dit, tiens, il y en a un qui m'intéresse, c'est ATP as a biological hydrotrope, le deuxième, là. Ça veut dire, est-ce que l'ATP permet de stabiliser les protéines, en quelque sorte, empêcher l'agrégation protéique, etc. Ce qui est très nouveau. Hein. Et d'ailleurs, il y a un certain Anolis Jacquard. Alors, Anolis Jacquard, c'est un saurien. Hein. Donc, c'est un anonyme. C'est monsieur ou madame Anolis Jacquard qui écrit ça. Et il se dit, c'est peut-être fascinant, là, ce qui est en train d'être démontré dans cet article. Et ça pourrait être une découverte influentiale, je ne sais pas comment on dit, en chimie des protéines. Donc, passionnant, je suis le forum, pour en fait, à la fin d'une discussion très longue entre les auteurs, Anolis Jacquard et d'autres personnes, pour se rendre compte qu'à la fin, à la suite de ce débat scientifique, les conclusions de cet article sont remises en cause. Et ça, je trouve vraiment que sur un plan scientifique, c'est extrêmement intéressant. C'est un papier de Science, qui est une très grande revue, et on arrive à cette conclusion-là, et c'est PubPeer qui le dévoile en quelque sorte. Mais en revanche, quand les créateurs du site ont créé PubPeer, ils ont été extrêmement surpris de trouver qu'une grande majorité des critiques d'articles dans PubPeer étaient des manipulations de figures. Alors, encore une fois, Boris Barbour en a présenté hier, et là, je voulais simplement vous présenter ce cas-là. Vous voyez un cas issu de PubPeer. À gauche, vous voyez les 3 points X, là. C'est une condition différente de la partie de droite, qui est dans le même article, et de la condition Y. Mais en fait, c'est la même photo. Hein. Donc, en fait, les photos X et Y sont censées représenter des résultats d'expériences différentes, alors qu'il s'agit de la même photo. On a fait une rotation de 180. C'est un exemple simple, et il y en a plein comme ça dans PubPeer. Deuxième exemple, alors c'est très fréquent aussi de trouver ce genre de choses. Vous voyez les 3 spots 1, 2, 3, qui devraient normalement être différents des spots 5, 6, 7. En fait, c'est du copier-coller. Photoshop, ce sont les mêmes spots. Ça aussi, c'est très fréquent. Donc, en fait, là, le ou la chercheuse, on essaye de faire croire que
c'est le même gel, alors qu'en fait, pardon, ce sont deux conditions différentes, alors que ce sont les mêmes gels. Donc tout ça, dans Puppeteer, il y a énormément de cas comme ça qui apparaissent. Bon. Et souvent, il s'agit de figures d'articles qui donnent des conclusions à partir d'une seule expérience, qui aboutit à des bandes plus ou moins intenses sur des gels. Et très souvent, d'ailleurs, quand on regarde ça, la reproductibilité des expériences n'est pas signalée. Et on peut trouver ce genre de figures, ce genre de choses, y compris dans des journaux très forts facteurs d'impact. On va parler du facteur d'impact juste après. Alors, est-ce qu'il s'agit vraiment de manipulation de figures ou pas? D'abord, il faut vraiment que ce soit analysé en détail par des logiciels, etc., pour être sûr de ce qu'on affirme. Et j'ai vu un certain nombre de cas dans Puppeteer où, en fait, c'était pas vrai. Hein, mais l'auteur de l'article peut répondre très facilement. Et la plupart du temps, les auteurs ne répondent pas. Il n'y a pas de réponse à ces espèces d'accusations dans Puppeteer. En revanche, quand il y a des réponses, ça peut être celle-là que j'ai trouvée, et il y en a d'autres. Hein. Désolé, c'était une erreur, c'est dû à notre négligence et on va corriger. Ou alors le troisième, c'est pas moi qui ai fait ça, et c'est un autre groupe qui est impliqué. C'est moins sympa, hein, mais... Bon, ça peut arriver aussi, on va voir pourquoi ça peut arriver dans les signatures d'articles. Hein. Et ça peut être tout à fait le cas. C'est-à-dire l'auteur correspondant de l'article, qui est en quelque sorte incriminé pour la mauvaise conduite, ça peut très bien ne pas être lui ou elle qui a fait ça. Ça peut venir d'ailleurs. On trouve aussi des duplications de résultats, des démonstrations de duplication de résultats. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est la même figure qui est publiée, ou les mêmes figures, et ça, c'est en fait, je me suis rendu compte, très fréquent, et c'est dommageable, publiées dans deux journaux différents. Ce n'est pas les mêmes articles, hein, ce sont deux articles différents, mais avec des figures identiques. Et ça, c'est quand même assez fréquent. Alors, c'est de plus en plus remarqué, donc ça va devenir de moins en moins fréquent, mais ça était fréquent. Les cas détectés de manquement à l'intégrité scientifique peuvent parfois aboutir à des corrections ou des rétractations d'articles. Mais ce n'est pas la majorité des cas, parce que c'est très compliqué à traiter pour les publishers, c'est-à-dire les éditeurs, pour les rédacteurs en chef de journaux, pour les individus, et donc il y a toute une enquête en général, etc. Est-ce que l'allégation est une simple allégation? Est-ce que c'est vrai? Et tout ça. Bon, c'est très compliqué à gérer, ce genre de choses. Mais... en tout cas, l'analyse des cas de rétractation d'articles montre que de telles pratiques touchent d'une part des journaux de facteurs d'impact très différents et d'autre part les chercheurs de tous les pays. Et beaucoup de journaux ont récemment modifié leurs exigences et demandent désormais aux auteurs de fournir l'intégralité des photographies des gels ayant servi à constituer les figures. Et bientôt, l'intégralité des données brutes sera demandée. Et il y a cet après-midi, je crois, Nathalie Duchange qui va nous parler de ça, de ce genre des données brutes, le big data, les open data, etc. Qu'est-ce qu'on va faire comme commentaire là-dessus? Premier commentaire, vous savez, les plus jeunes, que quand vous faites des manips, il faut que vous mettiez tout, que vous notiez absolument tout sur un cahier. Et alors on se pose la question de la numérisation de ces cahiers de laboratoire. Et il faut une tenue irréprochable de ça pour qu'on puisse, si jamais il y a une allégation d'inconduite, que vous ayez les preuves de ce qui est avancé. Et ça n'a pas toujours été le cas dans le passé, hein, je sais bien. Donc méfiez-vous maintenant, faites-le. Et puis, et Philippe Bonne nous parlera de ça un petit peu plus tard, il faut la nécessité d'un contrôle qualité de la recherche, c'est-à-dire que permettant de penser que les données sont fiables. Évidemment, si on met en route des open data, il faut être sûr que ce qu'on va voir, ça a été fait dans des bonnes conditions, en quelque sorte. Hein, Philippe? Bon, alors maintenant qu'on a vu le constat, hein, on va voir quelles sont les causes qui peuvent favoriser ça, les manquements. Alors j'ai listé 3 causes, il y en a peut-être d'autres. Hein. Besoin de progresser, c'est le fameux publisher perish. Besoin de crédit pour faire avancer sa recherche. Besoin de reconnaissance et de publier le plus possible pour asseoir sa notoriété et alimenter son ego. Et alors, à ce propos-là, 3e point, on va démarrer par celui-là. Je voulais citer 2 livres, un de Bruno Lemaître, et Bruno Lemaître nous fait l'amitié de venir tout à l'heure. Il va parler de ce livre qu'il a écrit en 2015, un essai sur la science et le narcissisme, et puis un 2e livre, La malscience, de Nicolas Chevassus. Alors, j'ai aucun intérêt du tout, aucune participation dans ces livres, hein, je ne suis pas en train... Mais je pense que c'est des livres intéressants, et notamment, Nicolas Chevassus, lui, fait un tour de la question qui est assez bien fait, et très intéressant. Et... en termes de nombre de publications,
Voilà comment j'ai essayé de vous présenter les choses. En 30 ou 40 ans de carrière, on va dire qu'on publie 30 à 40, si on en fait un par an, articles scientifiques. Mais ça peut aller jusqu'à 2000 et même plus que ça. Alors 2000, j'ai fait le calcul, hein, comme vous pouvez le faire, ça fait à peu près un article par semaine pendant 40 ans. Ça veut dire que dès qu'on commence à publier, on fait un article par semaine et on continue pendant 40 ans. Bon. Mais ça existe, hein, je ne suis pas en train... Donc il y a des 2000 publications, il y a des gens qui ont 2000 publications. C'est rare, mais ça existe. Ce n'est pas mon cas du tout, je vous rassure. Mais bon, en gros, ça veut dire on est très performant, on est très intelligent, on a un gros labo, on a plein de toutes les techniques, on a etc. Bon. Mais quand on fait ça, bien sûr, plus on publie, plus les risques d'erreur ou de malfaçon augmentent, bien évidemment. Et c'est difficile de tout contrôler, même si soi-même, on n'est pas impliqué dans des problèmes d'inconduite. D'autres peuvent l'être, et c'est vraiment 2000 publications, c'est difficile de tout contrôler. Alors, puisqu'il faut beaucoup publier, hein, quand on est chercheur, il faut qu'on publie beaucoup, c'est ce qu'on nous demande. Et ça a été bien expliqué hier, les journaux prédateurs, par Xavier Coumoul et Malika Hassini. Vous connaissez peut-être la liste de Bill. Alors, vous pouvez aller voir sur Internet cette liste. C'est une liste de journaux en accès libre qui propose de publier des articles scientifiques moyennant finance. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup comme moi, qui reçoivent à peu près 2 sollicitations par jour pour publier dans des journaux. Alors, vous recevez un mail, voilà, il y a ce journal-là, si vous publiez, vous pouvez avoir je ne sais pas quoi, mais évidemment, c'est moyennant finance. Ça, ils ne vous le disent pas tout de suite. Et ces journaux utilisent des pratiques commerciales mensongères, ils ne sont pas indexés dans le DOA, faux facteurs d'impact, doute sur l'aspectisme par les pairs, etc. Et Jeff Bill, précise 25% des journaux en open access sont prédateurs. En 2011, il avait 18 éditeurs sur cette liste. En 2016, il en a eu 923. En gros, mais le problème, c'est qu'il a eu des gros soucis. Il a été obligé de fermer son site, qui a été repris par d'autres d'ailleurs, parce qu'il a été très fortement inquiété. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais l'histoire existe sur le net. Vous pouvez vous renseigner. Et en même temps qu'il parlait de ça, il parlait aussi des... Alors là, c'est pareil, je reçois très fréquemment des invitations pour aller à ce qu'on appelle des predatory meetings. Donc les plus jeunes, ne vous laissez pas avoir par ça. Predatory meetings, c'est-à-dire on vous dit... vous êtes invité dans... Alors parfois, vous trouvez votre nom associé à un domaine de recherche que vous ne faites pas. Hein. Mais on vous êtes invité pour aller parler... Moi, j'ai été invité pour parler de la forêt. Mon nom, c'est Forest. Hein, voilà. Je vous assure, hein, et plusieurs fois. Et pour publier, d'ailleurs, dans des journaux sur la forêt. Bon. Donc ça veut dire que c'est des moteurs de recherche, vraisemblablement, qui font ça. Hein. Et donc ce sont des faux meetings, en quelque sorte. Non pas des faux meetings, mais alors ils disent qu'ils invitent un prix Nobel, et vous êtes invité en même temps, donc c'est prestigieux, mais en fait c'est vraiment n'importe quoi. Et il faut s'en méfier. Puisqu'il faut publier beaucoup, on va s'intéresser aux signatures d'articles. Et je pense que c'est un point très important. Alors vous voyez que quand vous publiez un article, vous avez le titre de l'article et les auteurs. Auteur A, B, C, D, E, F, G, H. Et puis en dessous, les institutions, INSERM, CNRS, INRA, etc. Je vous ai pris un exemple ici où les 2 petites étoiles sont les co-premiers auteurs, premier auteur, et les 2 ronds, les co-correspondants. Alors, normalement, l'auteur correspondant, c'est l'auteur qui a la responsabilité de la soumission de l'article et potentiellement de l'article. Hein. Donc là, il y a 2 co-correspondants, et on va prendre le cas où ce sont 2 groupes qui se sont associés pour rédiger cet article à partir de données obtenues dans les 2 groupes. Donc, si une malfaçon ou une fraude est détectée, question, qui en a la responsabilité ? S'il y a plusieurs groupes impliqués dans l'étude, est-ce que c'est un groupe et pas l'autre ? Et dans ce groupe, est-ce que c'est une personne, l'ensemble du groupe, etc. Donc c'est très... Olivier Le Gall va avoir du travail là, avec ce genre de problème, hein, avec le Conseil sur l'intégrité scientifique. Et beaucoup de journaux demandent d'indiquer lors de la soumission de l'article qui a fait quoi dans le travail. Pas tous. Hein. Et ça, c'est, je pense, important. Et c'est un point qui, fréquemment, a été, et je suis bien placé pour le dire, un petit peu négligé. C'est-à-dire qu'on voit arriver ça, on a confiance, mon papier, il n'y a pas de problème, etc. Et puis on répond, machin a fait les manips, truc à rédiger, etc. Bon. En fait, je pense que vraiment, il faudrait que tous les journaux se mettent à ça et que
pour éviter les problèmes ultérieurs, les gens plus précisément précisent qui a fait quoi, à la limite quelle figure, quelle méthodologie utiliser, etc. De façon à ensuite éventuellement qu'il y ait une traçabilité. Passons maintenant aux besoins de crédit pour faire avancer sa recherche. Ah, point important. Il faut avoir de l'argent pour pouvoir travailler. À sa création en 2005, l'instance française qui donne ou devrait donner de l'argent au labo, c'est l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Et à sa création, elle finançait environ 25% des projets qui lui étaient soumis. Ce qui est logique, il y avait peu de projets soumis à l'époque. Mais 25%, c'est un bon chiffre, on va voir pourquoi. Et le pourcentage est tombé à environ 8% en 2015. Alors, c'est un petit peu remonté, là, je sais pas, on est à 10-12%. 14, oula, ça a beaucoup remonté. Oui. Mais en fait, avec en même temps cette diminution des crédits sur contrat, et en plus des crédits récurrents, c'est-à-dire les crédits que donnent les organismes de recherche au laboratoire, il n'y a plus assez d'argent. Et cela implique la disparition d'un nombre considérable d'équipes et la prise de risque scientifique nécessaire pour faire émerger des projets originaux. En fait, l'ANR donne des crédits, pour faire simple, sur 3 ans. Donc, si l'ANR finançait 30% des équipes, c'est un calcul simple, ça serait idéal, parce que vous avez de quoi faire fonctionner votre laboratoire pendant 3 ans, puis pendant 3 ans, vous n'en avez plus, c'est plus la peine de faire des demandes, et puis 3 ans après, vous refaites une demande. Alors, elle passe ou pas, mais l'idéal, ce serait un chiffre aux alentours de 30%. Bon. C'est mon opinion, qui n'est peut-être pas partagée par tous, mais bon. Donc, la difficulté accrue d'obtention des crédits de recherche peut être une incitation importante à des battements à l'intégrité. Par exemple, le raisonnement suivant peut avoir lieu. Et là, je ne suis pas en train de parler vraiment de l'individu, je suis en train de parler du système. C'est vraiment le système que je critique, là. La frustration. Il a obtenu ses contrats 2-3 ans de suite. Moi, rien, c'est injuste. Je suis sûr que c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on pose la question, je suis sûr qu'il arrange ses données, donc je vais faire pareil, et puis j'aurai mon contrat. Voilà. Troisième point, besoin de progresser. Alors, publish or perish. On tourne toujours autour de la publication, mais ça peut affecter toute catégorie de personnel travaillant dans un laboratoire, du chercheur qui a besoin de crédit ou de reconnaissance, à l'étudiant qui a besoin de passer sa thèse, puisque les écoles doctorales demandent encore qu'il faut publier pendant sa thèse. Et si l'hypothèse de départ n'est pas valide, on a des negative results, je vais y parler, et on ne peut pas les publier, et on n'a pas de publication. Donc ça aussi, c'est en train peut-être, au niveau des écoles doctorales, d'être un petit peu remis en question. Et je pense que c'est vraiment important que le Conseil sur l'intégrité scientifique aborde aussi peut-être ce genre de thématique. C'est peut-être déjà en cours, je ne sais pas. Pour parler de ça, on va parler, est-ce qu'il faut publier ? Il faut publier à haut niveau, c'est ce qu'on nous demande. Quand vous êtes dans des commissions, des comités, vous regardez le facteur d'impact des journaux. Et alors, ça, on en a parlé hier déjà, à plusieurs reprises. Le facteur d'impact, c'est une mesure de la notoriété d'un journal. Je ne vais pas revenir, Xavier Coumoul a très bien démontré comment ça se calculait hier, sur la façon dont ça se calcule. Mais on va dire qu'il y a des revues dites prestigieuses, avec des impact facteurs, des facteurs d'impact voisins de 30. Je vous en ai cité 3, il y en a d'autres. Puis il y en a beaucoup, beaucoup inférieurs à 10, beaucoup. Et le facteur d'impact, en fait, il ne reflète pas la qualité de l'article. Il y a des articles dans des grandes revues qui ne sont jamais cités. Il y a des articles dans les grandes revues qui sont faux. Comme il y a des articles dans les petites revues qui sont bien cités, etc. Mais ça, donc le facteur d'impact reflète potentiellement le journal et pas l'article du journal. Et en fait, ça a été mentionné hier, Brems et collègues, en 2013, ont trouvé, ils ont fait une étude assez extensive, qu'il y avait une corrélation positive entre le facteur d'impact des journaux et la proportion de fraude et de rétractation d'articles. Et c'est logique, c'est logique. On vous incite à publier là-dedans, il faut des données fantastiques pour publier là-dedans. Parfois, c'est pas tout à fait ça, on est obligé de rétracter l'article. Et d'ailleurs, la Société de microbiologie américaine, qui a plusieurs journaux, a décidé d'éliminer le facteur d'impact, l'information de facteur d'impact de ces sites en 2016. C'est un exemple il y a une espèce de petite révolution qui est en train d'arriver là. Voilà. Mais ce n'est pas encore vraiment le cas. Les bases de la tentation d'inconduite. Souvent entendues et encore entendues
il y a 3 mois, pas pour notre évaluation, mais pour une autre évaluation, des bruits de couloir, mais pas seulement. L'HCRES, la personne qui était au comité HCRES, a demandé, mettez uniquement les publications dans les journaux de facteurs d'impact supérieurs à 10. Ce qui n'est absolument pas ce qui est demandé par l'HCRES. L'HCRES demande le pourcentage, les 20% d'articles que vous pensez sont les plus importants dans votre domaine. Mais dans le mental des chercheurs, très souvent, c'est pas ça, c'est facteur d'impact supérieur à 10. Et je vous assure que moi, dans le passé, j'ai entendu ça. Comment tu publies dans des journaux de facteur d'impact 5 ? Mais non, il faut publier facteur d'impact 10. Ce qui est, on va dire, dramatique parce que ça conduit aux inconduites. Et donc, est apparue la culture de l'excellence. Alors, l'excellence, qu'est-ce que c'est ? C'est un terme que, moi, en tout cas, j'ai vu apparaître dans le domaine scientifique au début des années 2000. Mais ce n'était pas assorti d'une définition. Donc, en fait, en conclusion, la plupart des gens, dont moi, se sont dit l'excellence, c'est de réussir à publier dans des journaux à forte notoriété, 30, 25, 30, au-dessus de 10 en tout cas. Et donc, on conclut là que la notoriété du journal est plus importante que le contenu des articles et la qualité des résultats publiés. Alors, je vais modérer ce que je dis là, c'est que quand vous êtes dans une commission scientifique qui a 300 dossiers pour 10 postes, il arrive un moment où vous dites, au final, c'est le facteur d'impact des quelques personnes qui restent en compétition qui va être important des journaux. Mais l'excellence, tout le monde en parle depuis longtemps, là, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec ce que je dis là. C'est quoi l'excellence ? J'ai voulu là simplement vous montrer le rapport d'étape de la mission Agion qui a été remis à Mme Valérie Pécresse en 2010 et la table des matières. 3 chapitres, les caractéristiques de l'excellence. Donc il y a le mot excellence à tous les chapitres, en gros. Voilà. Sans que vraiment, enfin pour moi en tout cas, sans que vraiment soit défini ce que c'est que l'excellence. Donc ça pose un réel problème. Donc l'excellence, c'est quoi ? Est-ce que c'est la capacité à publier dans les journaux de forte notoriété ? Donc pour un chercheur, est-ce qu'on est excellent ? On y arrive ? Est-ce qu'on se sent excellent ? Est-ce qu'on va même essayer de publier dans ces journaux-là ? Et qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas ? On s'arrête, on fait autre chose, ou alors on continue et on essaye de se battre pour que ça soit plus cet aspect-là qui soit mis en valeur. Comment publier dans ces journaux à forte notoriété ? La première, prévoir une recherche avec un scoop. Et c'est là qu'on a vu apparaître les nouveaux paradigmes. C'est un petit peu moins le cas maintenant, mais très souvent dans le passé, dans les articles scientifiques de haut niveau, entre guillemets, on voyait apparaître le terme nouveau paradigme. C'est-à-dire que brusquement, le chercheur, à l'origine de la publication, trouvait un nouveau paradigme. Alors bon, pas tout le monde sait ce que c'est. Même moi, je ne savais pas trop à l'époque. Il faut regarder la définition. C'est une découverte scientifique universellement reconnue qui, pour un temps, fournit à un groupe de chercheurs des problèmes types et des solutions. Voilà les paradigmes. Mais je vous garantis, quand vous lisez les publis, même s'ils disent que c'est un nouveau paradigme, très fréquemment, ce n'est pas le cas. Faire beaucoup de manips, faire une histoire complète. Et pour publier dans ces grands journaux, grands entre guillemets, il faut qu'il n'y ait pas de zone d'ombre du tout. Donc une tentation à l'embellissement des données. Être déjà célèbre, avoir de l'influence, ça permet plus facilement peut-être de faire passer des papiers parce que les reviewers, les référés vont être plus conciliants. Donc tentation de mauvaises pratiques de recherche. Alors comment ? Je me rends compte que je parle beaucoup. Voilà, ça c'est pas pire, mais j'utilisais ça pour mes étudiants de M1 à l'époque, extrait d'une figure d'un article publié dans un journal, et je leur disais, voilà, commentez. Alors je vous laisse regarder. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Il s'agit de transfection de cellules. Et je vous assure, pour les gens qui font ces manips-là, ce n'est pas possible, parce que, vous voyez, toutes les barres d'erreur sont identiques. Donc, quand vous faites les manips, vous ne pouvez pas aboutir à ça. Je suis sûr que Gilles Châtelier est d'accord avec ça. Je sais pourquoi, c'est parce qu'ils utilisent l'écart type de la moyenne, et non pas l'écart type de la distribution. Alors Gilles Châtelier, qui va nous faire un exposé sur juste après. L'écart type de la moyenne, c'est l'écart type de la distribution poussé par racine de n. Donc c'est petit, donc c'est juste. Voilà. Et ça normalise. Mais en fait, là, il n'y a eu qu'une manip, je précise, quand on lit le papier. Et il y a une deuxième figure qui va plaire à Gilles Châtelier, qui est la suivante. Ça, c'est Philippe Noiret qui est là, qui l'a créé. Ce n'est pas une vraie figure, mais voilà un petit peu l'idée. Vous voyez le panneau A, le petit p, 0,1, a
c'est pas significatif la différence entre les deux barres là qu'il y a. Si on enlève un point, vous voyez, dans le traité, dans le B, vous enlevez ce point-là, on commence à être à P004. On tend vers la signification statistique. Et le troisième, si vous enlevez les 2 points, on passe à 0,01, et là c'est fantastique, c'est statistique. Alors, bon, je sais qu'il y a des logiciels qui permettent de faire ça, ce genre de choses, mais si ce n'est pas un logiciel et que c'est fait par l'humain, on n'est pas sûr que ce soit vraiment valide. Le mensonge par omission, alors ça c'est un terme plutôt juridique, je crois, hein, mais je l'ai, c'est la loi. C'est une loi religieuse. Bon. Le mensonge par omission, mettre des résultats de côté car ils ne collent pas complètement avec l'histoire, ou oublier des contrôles lors d'expériences et en utiliser d'autres. Je pense que c'est assez fréquent. La création de résultats, alors là vraiment créer des résultats, ça c'est pas fréquent, j'espère, mais le problème c'est si on crée des résultats, que c'est publié dans un grand journal et qu'il y a médiatisation, on est mal après quand ça se sait. Et il y a eu même le dévoilement de systèmes de fraude organisés par des officines, pas en France, je vous rassure, mais c'est-à-dire des... Et je vous donne un exemple de papier qui est très récent. Hein. Vous voyez, je vous laisse lire. Les auteurs ont trouvé que on dit que toutes les informations ont été faites par un Scientific Service Company, et en fait l'article est rétracté. Hein. Donc ça existe plus fréquemment que ce qu'on peut penser. Plagiat, publication multiple et détournement d'identité. Le plagiat et l'autoplagiat, on en a beaucoup parlé hier, donc je vais aller très rapidement. C'est absolument à bannir. L'exemple, c'est pas le même que celui qui a été donné hier, mais c'est un exemple de biochimie, où il y a beaucoup d'articles rejetés immédiatement pour plagiat, car il y a de plus en plus de plagiat révélés. La publication multiple, le même article publié dans 2 médias différents, c'est de plus en plus remarqué. Et on a même eu le piratage par les auteurs de la publication des adresses électroniques de relecteurs potentiels qui sont proposées aux journaux lors de la soumission d'un article. Donc il faut se méfier beaucoup de ça quand on est rédacteur de... Et d'ailleurs, Springer, Tumor Biology, a dû retirer 107 articles entre 2012 et 2016 par les chercheurs ayant fourni de faux contacts de scientifiques. 2 solutions pouvant limiter les inconduites. Negative results, on en a parlé hier. Rémi Thomasson a fait un exposé pour éviter les résultats positifs à tout prix. Ou utiliser un système de publication ouverte, peut-être un peu sur le mode bioarchive. Et enfin, les conséquences. Je vois Christian Hervé qui se rapproche parce que je suis trop bavard, et il a raison. 2 minutes, oulala, alors je vais aller très vite. Les conséquences pour les auteurs, notamment s'il y a récurrence des inconduites, réputation, bien sûr. Santé, c'est un choc émotionnel quand on dévoile que vous avez fait une inconduite. Financière, on peut vous demander de rembourser des choses. Et il y a quelques exemples qui sont tous des exemples vécus. Par exemple, le non-recrutement par une université, c'est le chercheur américain dont je vous parlais tout à l'heure. Et pour les individus, il y a une crise de confiance dans le résultat de la science. Et ça ne date pas d'hier. Hein. Vous voyez que déjà en 2000, Nature Medicine publiait ça. Pour les patients, alors je cite ce cas-là parce qu'il a été médiatisé par un journaliste allemand, Leonid Schneider. C'est un chirurgien dont les articles ont été rétractés, mais entre-temps, de ces patients qui ont reçu cette transplantation sont décédés. Je crois que les choses sont en cours. 28 milliards de dollars perdus par an, rien qu'aux États-Unis, à cause de résultats non reproductibles dans le domaine biomédical. Et bien sûr, ça a introduit toute une série d'articles depuis longtemps sur le problème des publications qui sont incorrectes. J'ai gardé celle-là parce que il y a un problème d'études statistiques inappropriées qui est fréquemment le cas. Et il y a une proposition par Ioannidis, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ça depuis très longtemps, de diminuer le petit p à 0,005 de façon à essayer de limiter ça. Je ne sais pas, tu vas nous en parler, voilà. Pour citer ce qui se passe en France, il n'y a pas que Le Monde, mais il y a eu récemment, par exemple, des articles dans Le Monde, hein, donc c'est médiatisé, ces problèmes. Olivier Le Gall, création de l'Office français d'intégrité scientifique et du Conseil d'intégrité scientifique. Et en octobre 2017, les 3 académies, Académie des sciences, Léopoldina et Royal Society, ont publié un article sur les good practices, ces bonnes pratiques dans l'évaluation de la recherche et des programmes de recherche.
Je vous cite une phrase de Pierre Corvol de Médecine Science. Les progrès viendront d'une approche systémique capable de dépasser la vision d'une intégrité scientifique, réduite à la faute, entre guillemets, du seul chercheur. Là encore, il faut se méfier de la stigmatisation d'une personne. Et le problème, c'est beaucoup le facteur d'impact des journaux. En conclusion, les fraudes, falsifications de résultats, arrangements avec la réalité, plagiat existent et polluent le système de recherche. La détection est devenue récemment beaucoup plus aisée. Et le système d'évaluation des performances est le tout premier inducteur des actes de mauvaise conduite scientifique. Et Jacques Hayech, qui est là, vous parlera de propositions potentielles de changer le système d'évaluation des performances. Et alors, ça pose des questions. Est-ce qu'il faut sanctionner tout type de fraude ou pas ? Est-ce que toutes les fraudes ou les manquements sont du même niveau ? Est-ce qu'on ne peut pas tolérer certains manquements parce qu'en fait, ils ne sont pas vraiment négatifs sur l'avancée de la science, c'est-à-dire on ne se trompe pas trop. Là, il y a deux écoles. Peut-être que Claude Hurier parlera de ça. Est-ce qu'il faut vraiment tout sanctionner ou pas ? Et bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que je reprenais chacun de ces points pour la conclusion finale. Donc, vu que j'ai parlé trop longtemps, je vous remercie et il y aura